Bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur l'adaptation fait par le Haut Conseil pour le climat. Donc, alors très heureux parce que l'adaptation, c'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations du Haut Conseil pour le climat depuis sa création en 2019. Et c'est un sujet qui a vraiment été mis à l'honneur dans notre dernier rapport annuel en juin 2020, avec un chapitre entièrement dédié à ce sujet. Alors, si vous assistez à ce webinaire, je pense que le constat, vous le connaissez, le changement climatique est déjà là, plus de 1 degré de réchauffement au niveau mondial, avec donc des effets déjà visibles et une évolution rapide. Alors bien sûr, il faut continuer à réduire les émissions d'un côté, jusqu'à la neutralité carbone, mais il faut aussi déjà, et dans le futur, s'adapter. Donc, quelles seront les conséquences de ce réchauffement et de ce changement climatique sur les sociétés humaines, sur les écosystèmes? Quels seront les impacts? Et comment, surtout, on peut se préparer, comment on peut mettre en place les bons outils d'adaptation pour réduire ces impacts. C'est les choses qu'on va étudier dans ce webinaire, avec quand même un petit élément de contexte encourageant, c'est qu'on voit qu'il y a une attente croissante des Français concernant l'adaptation. Un sondage a montré, qu'on cite dans notre rapport, que plus de 90% des Français pensent que les territoires seront obligés de prendre des mesures importantes pour s'adapter. 80%, c'est donc un consensus vraiment très large, et qui se maintient malgré la pandémie. Le changement climatique reste au cœur des préoccupations, avec vraiment, on voit une inquiétude face à l'augmentation des catastrophes naturelles. Alors pour en parler, nous avons aujourd'hui avec nous 3 oratrices que je présente tout de suite. Nous avons Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheuse en sciences du climat à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et qui est également coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015, et qui est donc membre du Haut Conseil pour le climat. Nous avons également Magali Reguetzazit, qui est géographe, maître de conférences à l'ENS et membre du Haut Conseil pour le climat. Et nous avons également avec nous Solange Martin, qui est sociologue et qui est notre experte au sein du secrétariat du Haut Conseil pour le climat, donc de l'équipe qui produit et rédige les rapports, et qui a été vraiment la rédactrice de ce chapitre 4 dans lequel on présente l'adaptation dans notre dernier rapport annuel. Alors, avant de leur laisser la parole, juste une petite précision sur le déroulement de la séance. Donc, l'idée, c'est de faire un webinaire qui va durer 1 heure au total, avec 30-35 minutes de présentation et ensuite 20 minutes de questions-réponses. Alors, pour les questions, ce qu'on vous propose, c'est de les mettre dans le chat, soit au fur et à mesure, soit à la fin. Dans tous les cas, on va laisser la présentation se faire en entier. Et puis, à la fin, je lirai les questions et je les porterai à nos présentatrices. Voilà, donc sans plus de délai, je passe tout de suite la parole à Valérie Masson-Delmotte qui va nous présenter l'état des lieux du réchauffement climatique en France. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Donc, les conséquences du changement climatique dues à l'influence humaine sur le climat planétaire sont nettement observables en France au cours des dernières décennies, en rupture avec la plage de la variabilité naturelle précédente du climat. Ainsi, l'augmentation de la température moyenne atteint déjà 1,7 degré en France, quand le réchauffement planétaire est, lui, de 1,1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. En France, on note une accentuation sensible au cours des derniers 30 ans et un réchauffement qui est plus prononcé en été. Alors, vous le voyez sur cette carte, elle montre les projections de température de surface en France par Météo France, en haut en hiver, en bas en été, pour un scénario intermédiaire d'émissions de gaz à effet de serre mondiale, qui implique un réchauffement qui atteindrait 2 degrés au milieu de ce siècle et 2,6 degrés en fin de siècle. Donc, il y aura également des conséquences importantes et contrastées en fonction du niveau de réchauffement planétaire, pas uniquement pour les températures saisonnières, mais aussi pour la répartition des précipitations. En France, comme dans le reste du monde, ce changement climatique qui résulte des activités humaines, donc anthropiques, il renforce l'intensité et la fréquence d'événements extrêmes météorologiques et climatiques, notamment les vagues de chaleur, les événements pluvieux extrêmes et les sécheresses, de même que la récurrence d'événements d'intensité moyenne, leur date d'apparition et leur localisation. Donc des événements qui étaient rares dans les années 1950 deviennent normaux. Et les événements extrêmes de cette époque rejoignent la catégorie des événements rares, et ce qui était impossible il y a 70 ans ne l'est plus. Alors dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, on a pris l'exemple de la vague de chaleur de septembre 2020, qui, dans le climat actuel, a un temps de retour de l'ordre de 12 ans, alors que dans un climat non affecté par les activités humaines, ce tel événement a un retour
de l'ordre de 150 ans. Donc c'est déjà devenu 12 fois plus probable. C'est aussi maintenant déjà plus chaud qu'en climat pré-industriel, typiquement 1,5 degré de plus. À l'horizon 2040, on estime qu'une telle vague de chaleur deviendra 3 fois plus probable qu'aujourd'hui, avec une intensité encore renforcée. Et ces effets sont accentués par l'effet d'îlot de chaleur dans les villes. Donc, ce qui est important à noter, c'est que ces changements, qui sont déjà manifestes, plus ou moins accentués selon les régions, vont se poursuivre dans les décennies à venir en fonction du niveau de réchauffement planétaire. Et puis, l'évaluation qui est faite par le Haut Conseil pour le climat, sur la base, bien sûr, de nombreuses autres études, c'est que les 2/3 de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés aux risques climatiques, avec, sur les dernières décennies, une augmentation du nombre de communes fortement exposées. L'exposition est particulièrement forte dans les territoires d'outre-mer, sur plus de 90% des communes. Dans l'Hexagone, des régions comme Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Bretagne sont exposées avec un nombre élevé de communes pour lesquelles au moins 3 risques climatiques sont identifiés, suivis par l'Île-de-France. Alors certes, les sociétés humaines ont déjà fait face par le passé à la variabilité naturelle du climat, souvent au prix de pertes humaines et économiques, mais l'ampleur et la vitesse des évolutions actuelles sont inédites. Alors cette carte montre maintenant comment le changement climatique dû à l'influence humaine aggrave, via la montée du niveau de la mer, les aléas liés à l'érosion côtière, ça apparaît en rouge sur le littoral, et aux submersions marines, les pictogrammes en forme de vagues, ainsi que la durée et l'intensité des vagues de chaleur. Pour chaque région, vous avez des nombres encadrés qui indiquent le nombre d'événements où la température est plus élevée de 5 degrés que la normale pendant 5 jours, et ça compare la situation des 30 ans avant 2005 et une période entre 2040 et 2070. On observe et on attend également une augmentation de l'occurrence des bas débits de cours d'eau dans les villes, les petits pictogrammes bleus sur les fleuves, la poursuite d'un recul de l'enneigement, les pictogrammes avec le symbole de la neige, et puis une intensification des conditions météorologiques propices aux incendies de forêt qui s'étendent vers le nord, c'est représenté avec les flèches rouges. Pour les cyclones tropicaux, il s'agit notamment d'une intensification des précipitations associées à ces événements violents, avec des effets contrastés selon les Antilles et la Réunion pour d'autres aspects. Donc, notre rapport souligne que le réchauffement climatique aura des conséquences sur les populations, en particulier par les impacts sanitaires qui peuvent être majeurs. L'Organisation mondiale de la santé l'identifie comme le plus grand risque et la plus grande opportunité pour la santé publique au cours de ce siècle. Par exemple, l'augmentation des nuits chaudes affecte directement le repos pour les personnes vulnérables et donc leur santé, un phénomène qui est amplifié par les effets d'îlots de chaleur. Et je vais passer le relais à Magali pour aborder les autres dimensions des conséquences dans bien d'autres secteurs d'activité. Donc, comme vous l'a dit Valérie, bonjour. Le changement climatique va avoir différents impacts. D'abord sur le territoire. C'est pourquoi le Haut Conseil pour le climat a proposé un ensemble de cartes pour montrer que ces impacts vont être différents, notamment entre ce qui va se passer à l'échelle nationale et ce qui va se passer à l'échelle régionale. Plus largement, donc au-delà des dimensions sanitaires évoquées par Valérie, il faut bien comprendre qu'un climat qui change va modifier les conditions de vie de tous les Français, leurs pratiques, leurs activités. Et donc derrière, en fait, c'est l'ensemble des dimensions de la vie sociale, de la vie économique, de la vie quotidienne des populations, des peuplements qui va être affecté. Ce changement climatique, il affecte aussi bien les individus que les groupes, que les entreprises, les filières économiques, les filières productives, les actifs financiers, les écosystèmes. Donc c'est vraiment l'ensemble en fait des composantes du système territorial qui vont être concernées. Alors ce réchauffement climatique, par exemple, il va se traduire pour les surfaces terrestres par une dégradation de la qualité et ou de la quantité des ressources, notamment des ressources en eau, qui vont poser un problème assez majeur et qui commencent déjà à poser problème dans certains territoires, mais aussi sur la biodiversité, par exemple, avec un risque notamment pour les forêts qu'on commence à voir dès aujourd'hui, et qui est lié notamment à la récurrence des sécheresses. Et donc, on a vraiment là un ensemble en fait d'impacts qui sont ou vont devenir très rapidement problématiques. Ce changement climatique va aussi concerner les biens et les infrastructures.
Deux exemples qui ne sont pas développés dans le rapport. Le premier, c'est le cas de ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Ce sont les sécheresses géothermiques qui affectent donc notamment les logements et tout ce qui est maisons et infrastructures bâties. On voit aussi que la remontée du niveau marin menace très clairement un certain nombre de routes, de voies ferrées, d'infrastructures portuaires. Donc c'est aussi la dimension matérielle du territoire qui est touchée. Et puis, il ne faut pas oublier que ce changement climatique va avoir des conséquences sur la stabilité financière, avec notamment la perte de valeur de certains actifs, comme en agriculture et sur un certain nombre de domaines. Et donc, ce sont bien des effets systémiques de ce changement climatique qui sont à attendre, et non pas simplement des points ponctuels qui pourraient se traiter uniquement par des réponses réactives. En 2019, l'Organisation internationale du travail indiquait également que le réchauffement climatique devrait se traduire par une augmentation du stress thermique au travail, donc avec aussi des nuisances sur la productivité et des pertes économiques. Certains acteurs économiques, notamment les grands opérateurs de réseaux dits critiques, c'est en fait l'ensemble des réseaux qui permettent à la vie quotidienne et à la vie économique de fonctionner, l'énergie, l'eau potable, l'assainissement, les télécommunications, les transports, ont d'ailleurs commencé à intégrer les impacts de ce climat qui change, à la fois sur leurs actifs et sur la continuité de leur activité, que l'on soit en situation de crise, c'est les plans de continuité d'activité qui sont imposés aux opérateurs d'importance vitale, mais plus largement avec des plans pour essayer de recomposer cette activité, pour faire en sorte de pouvoir s'adapter justement au climat qui change. Et puis, on oublie que ce changement climatique, qui est déjà en cours, comme l'a dit Valérie, a eu énormément de conséquences déjà sur nos vies. Par exemple, en 2019, l'épisode caniculaire avait entravé la tenue des examens et des concours. C'est-à-dire la continuité de la scolarité pour les élèves qui est en jeu. On sait aussi aujourd'hui que le risque d'inondation va être très préoccupant. Il est déjà très très fort sur le territoire, puisqu'on sait qu'une commune sur deux et un habitant sur quatre, un Français sur quatre en hexagone est exposé à ce risque d'inondation. Et par exemple, c'est un ensemble d'établissements accueillant des enfants, les crèches, les écoles, les collèges, mais aussi des personnes âgées, des personnes vulnérables, des hôpitaux qui sont exposés. Enfin, on peut citer dans tout ce panorama les conséquences sur les pratiques du sport, des loisirs, sur la consommation et évidemment sur les stations touristiques, qu'elles soient balnéaires ou qu'elles soient de montagne. On a vu encore très récemment les difficultés d'un certain nombre de stations par rapport soit à l'enneigement, soit déjà aux conséquences directes de la remontée du niveau marin. Alors, ces impacts du changement climatique, évidemment, ils vont s'observer à des échelles de temps et d'espace qui sont différents. Autrement dit, vous allez avoir d'un côté finalement des phénomènes extrêmes, et comme l'a dit Valérie, ces phénomènes extrêmes ont une fréquence qui augmente, leur intensité peut aussi se modifier, mais on voit aussi ce qu'on appelle des stress chroniques, c'est-à-dire des pressions lentes sur le territoire, les groupes ou les activités, qui vont en fait se cumuler, se conjuguer, avec derrière évidemment des interactions entre ces risques et entre ces menaces, avec en particulier une difficulté sur les interactions entre ces risques. Par exemple, on a vu encore l'année dernière comment le débourrage précoce des bourgeons qui est lié à ce réchauffement climatique, il va entrer en concurrence avec ces gelées précoces qui ont fait qu'on a eu de gros impacts sur l'agriculture. Et donc, en fait, c'est vraiment le cumul de ces événements qui peut aussi être particulièrement dommageable et entraîner des fragilités. Alors, il y a évidemment plusieurs besoins. D'abord, les politiques de l'adaptation doivent se déployer sur l'ensemble des secteurs, mais aussi sur les territoires, et donc prendre en compte les spécificités de ces territoires, entre par exemple les outre-mer français, entre l'Hexagone et les outre-mer, entre le bassin méditerranéen et puis d'autres territoires. On n'est pas exactement sur les mêmes problèmes. Et il faut aussi intégrer plusieurs horizons temporels et échelons d'action de la commune jusqu'à l'échelon national pour pouvoir en fait produire des politiques d'adaptation qui seront conformes aux besoins. Il est donc nécessaire d'abord de développer et de préciser l'estimation des dommages, qu'ils soient directs, comme on a vu, les impacts directs, ou bien indirects, c'est ce qu'on a vu aussi avec ces pertes en chaîne, pour mieux appréhender les effets sur la population, mais aussi sur l'emploi, les actifs financiers, l'évolution du prix du foncier, la santé, la formation, l'assurance, l'ensemble des secteurs qui ont été évoqués.
La caractérisation des impacts sociaux, notamment des effets sur le bien-être, doivent être beaucoup mieux évalués afin que les inégalités ne se creusent pas. Et ces diagnostics devraient être territorialisés pour pouvoir non seulement en amont anticiper la réflexion et l'anticipation, mais aussi calibrer des solutions qui soient adaptées aux besoins du territoire. Ce qui veut dire que la connaissance des impacts d'un climat qui change demande de se doter d'outils robustes et fiables pour identifier ces impacts, les mesurer à différentes échelles spatiales et temporaires en fonction des scénarios d'émission, et que ces impacts doivent être bien identifiés et bien discutés avec l'ensemble des parties prenantes et des territoires. Ce qui veut dire aussi aujourd'hui qu'il y a tout un enjeu autour de l'ouverture des données, de leur accessibilité, de leur diffusion, pour permettre de comprendre, d'avoir accès à l'information. Donc là, on est vraiment dans le registre de l'information préventive, mais aussi de la formation de l'ensemble des acteurs aux conséquences du changement climatique et aux mesures à prendre. Ce qui veut dire aussi que pour être efficace, la sensibilisation doit se considérer l'ensemble des formes prises par l'information préventive et la communication. Il ne s'agit pas uniquement de faire porter le poids sur l'éducation, sur l'information préventive, mais d'associer aussi les médias, la classe politique, les dirigeants des entreprises, et c'est donc un ensemble en fait de leviers qui doivent être activés. Par ailleurs, le passage des connaissances scientifiques à l'action n'est pas forcément linéaire. Il faut donc aussi pouvoir s'appuyer sur l'appropriation par tous les acteurs concernés, individus, entrepreneurs, élus, administration, etc., des défis posés par l'adaptation pour construire cette culture commune du risque climatique qui permettra ensuite de décider, de débattre, de négocier du risque acceptable et des mesures à prendre. Alors, le développement des services climatiques, quelle que soit l'échelle, va impliquer évidemment de s'accorder sur un cadre commun, mais aussi de co-construire les connaissances pour fournir une information la plus adaptée possible aux utilisateurs finaux. Ces services climatiques, donc, c'est cette mise à disposition des données sur le climat et des informations plus largement, parce que les données brutes ne suffisent pas, pour essayer d'avoir un ensemble de mesures adaptées. Enfin, quelles que soient les incertitudes qui sont encore en cours, la mise en évidence de la causalité, du lien de causalité directe entre changement climatique d'origine anthropique et augmentation des risques, et donc derrière des pertes et préjudices, doit demander d'élaborer dès aujourd'hui des politiques d'adaptation à ce changement climatique et de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Merci Magali. Alors, effectivement, l'adaptation, c'est bien la limitation des impacts négatifs d'un climat qui change. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas. Et alors, petite anecdote, quand je suis rentrée à l'ADEME en 2006, avant de rejoindre le Haut Conseil pour le climat, il y avait une personne pour 1000 salariés qui s'occupait d'adaptation. Il n'y avait pas un service adaptation. Et maintenant, voilà, il y a une direction adaptation. Donc pendant assez longtemps dans la sphère climatique, des gens qui travaillaient sur ces questions climatiques, l'adaptation c'était presque un tabou parce que l'adaptation était synonyme d'échec de l'atténuation. Comme si on avait peur aussi en parlant d'adaptation de démotiver sur les questions d'atténuation. En un sens, c'est vrai. C'est-à-dire que si effectivement le climat change, et on l'a vu, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu d'atténuation suffisante précédemment. Mais attention, ça n'est pas que vrai dans le sens où l'adaptation, c'est aussi se placer dans un monde où l'atténuation a réussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à émettre autant de gaz à effet de serre qu'on l'a fait et qu'on continue à le faire en espérant pouvoir s'adapter à n'importe quel niveau de réchauffement. Il y a des limites à l'adaptation, il y a des points aveugles, notamment pour les écosystèmes. On l'a vu récemment, les coraux sont très menacés, même à des niveaux de réchauffement relativement faibles. Donc, atténuation et adaptation, loin de s'exclure, sont en fait deux réponses complémentaires et liées en synergie. Alors, l'atténuation, pour reprendre sa définition, c'est bien réduire les causes de l'aléa, c'est-à-dire réduire les causes des changements climatiques. De l'autre côté, l'adaptation, c'est réduire les impacts, les conséquences, mais en jouant sur les causes via l'atténuation, mais surtout en jouant sur l'exposition et la vulnérabilité à l'aléa. Et là, on ouvre un champ tout à fait nouveau des possibles d'actions, qui est de travailler donc sur l'exposition et la vulnérabilité. Alors,
pour ce qui est des liens entre les deux, atténuation et adaptation, on peut montrer qu'il existe des synergies importantes entre ces deux types de politiques, mais qu'elles ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que toute atténuation n'est pas forcément bonne pour l'adaptation et réciproquement. Je vais vous donner deux exemples. Si, par exemple, vous construisez des pistes cyclables en bitume très foncé, c'est très bien pour l'atténuation parce qu'il y a plus de gens sur des vélos, mais ça va être pas très très bien pour l'adaptation quand il fait 40 degrés et que c'est en plein soleil. Donc, il vaut mieux les faire clairs, par exemple. Donc là, vous voyez une forme de malatténuation. Alors, la maladaptation, elle, c'est l'idée qu'on va créer, en fait, soit accroître les causes, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre en amont, soit augmenter les vulnérabilités à terme. Alors, il y a un exemple qui est celui des digues, par exemple. Donc, si vous construisez une digue, bah, déjà, vous émettez des gaz à effet de serre parce qu'il faut beaucoup de béton, et ça, c'est très émetteur. Mais potentiellement, vous allez aussi créer de nouveaux risques. Alors, de nouveaux risques parce que vous allez limiter, par exemple, la facilité des fleuves de s'écouler en mer, par exemple. Et ça peut vous créer des inondations en amont. Et puis, si jamais la digue, elle se brise, là, vous allez avoir une submersion très rapide. Et puis, vous vous sentez aussi relativement à l'abri derrière votre digue, et donc vous allez peut-être augmenter le peuplement et à terme, augmenter l'exposition des populations et des activités. Donc, on voit bien que les liens, ils sont pas systématiques, mais ils existent. Alors, d'autres exemples, comme par exemple l'agroécologie en agriculture, l'agroforesterie, sont des stratégies d'atténuation qui sont aussi excellentes pour l'adaptation parce qu'elles permettent d'avoir des activités d'agriculture plus résilientes. Ce qui veut dire, en conclusion, de ces liens entre atténuation et adaptation, c'est qu'on doit penser l'un avec l'autre de façon systémique. Ça implique que, par exemple, la stratégie nationale bas carbone, qui porte uniquement sur l'atténuation, elle prenne en compte de façon systématique l'adaptation, ce qui va au moins être le cas formellement puisque elle va s'appeler la stratégie française énergie-climat et qu'elle devrait intégrer le plan national d'adaptation au changement climatique. Magali, je te repasse la parole. Donc, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur les différents sens de ce terme d'adaptation. Avec le premier message clé, c'est que dans un climat qui change, les crises qui vont se succéder ne peuvent pas uniquement se réduire à des réponses ponctuelles, réactives, qui existent déjà, qui se développent déjà sur les territoires et qui sont développées notamment en France à travers tout un cadre législatif et normatif sur la question de la prévention des risques de catastrophe. Ces ajustements ponctuels, on les a travaillés par exemple dans le cadre du rapport du HCC à partir des enjeux autour de la chaleur, mais on pourrait les avoir sur un ensemble de risques. Il s'agit en fait de ces réponses qui sont prises au coup par coup, en situation d'urgence, qui peuvent être essentiellement réactives, parfois aussi devenir anticipatives. L'idée, c'est vraiment, comme on l'a fait en son temps pour la prévention des risques de catastrophes naturelles, de travailler à développer cette logique préventive en utilisant les connaissances sur le changement climatique attendu au cours des prochaines décennies pour anticiper et pour se préparer. Et là, il y a un premier message extrêmement important, c'est que on sait que l'ensemble des documents aujourd'hui de prévention de risques n'intègrent pas ou très peu le climat qui change. Autrement dit, les événements de référence sont aujourd'hui des événements de référence qui sont calculés en dehors de tout climat qui change et qui peuvent d'emblée poser la question des actions qu'on va entreprendre, puisque ces actions d'emblée, elles sont déjà en partie sous-estimées par rapport à l'impact que le changement climatique en cours et futur va avoir. Sur ces formes d'adaptation, on a aussi souhaité parler de deux autres formes d'adaptation. La première, c'est ce qu'on appelle l'adaptation incrémentale. Cette adaptation incrémentale, généralement, en fait, elle va résulter de l'accumulation, de la succession par apprentissage, de la conservation, en fait, des mesures réactives, des ajustements réactifs ou anticipatifs, qui font que peu à peu, dans le temps long, votre système se transforme. Et c'est ce que disait Valérie au début de l'intervention, c'est qu'effectivement, de tout temps, les hommes se sont adaptés, mais ils se sont adaptés par adaptation incrémentale, par jeu d'essai-erreur, si vous préférez,
de façon très longue. Or, aujourd'hui, le changement climatique, comme Valérie l'a aussi rappelé, c'est déjà maintenant. Et on a des trajectoires qui font qu'on sait, d'après les projections, qu'on va arriver sur des choses aussi de plus en plus compliquées dans les décennies qui viennent. Et donc, la question de cette adaptation incrémentale, c'est qu'elle est nécessaire, mais qu'elle ne suffit pas parce qu'elle est en réalité très longue. Enfin, et c'est pour ça que le HCC a ce message sur les changements structurels, c'est qu'en fait, ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir, c'est une adaptation qu'on va appeler transformationnelle, c'est-à-dire une adaptation qui va vraiment toucher aux causes structurelles, aux racines de la fragilité de la société et des territoires, aux racines de l'exposition, et qui vont du coup permettre de travailler en fait sur les causes structurelles de ces impacts. Et pour ça, il faut engager effectivement des changements structurels qui vont en réalité aboutir à une transformation, à une bifurcation du système. On va, pour le dire autrement encore, en modifier des attributs fondamentaux pour lui permettre justement de persister et d'atténuer les impacts, les crises et les catastrophes, l'ensemble des perturbations qu'il va subir à cause de ce changement climatique. Alors, cette adaptation, évidemment, elle va reposer sur un ensemble en fait de réponses. Et ces réponses là aussi, elles vont devoir être organisées, elles vont devoir être structurées en une forme de stratégie, comme exactement la même chose que ce qu'on met en place sur la réduction des émissions. Et Solange vous a bien montré comment il y a un ensemble de co-bénéfices qui peuvent être dégagés. Il va y aussi y avoir, alors par parenthèse, on peut aussi se renvoyer au rapport d'Antec, ce rapport sur l'adaptation qui a été mis en place et qui va dans le détail de certaines mesures, notamment le caractère réversible des mesures pour éviter la maladaptation, voire parfois la malatténuation. En tout cas, donc cette idée, c'est vraiment d'aller sur une gamme de réponses qui peuvent effectivement, dans certains cas, être des ajustements marginaux, simplement pour répondre à la perturbation des gens en cours. Dans d'autres cas, on va avoir plutôt des démarches incrémentales qui vont notamment pouvoir s'appuyer sur des solutions techniques pour atténuer le coût de la transition. Mais l'idée, c'est bien d'arriver à des adaptations systémiques, transformationnelles, pour concevoir de nouveaux systèmes, de nouveaux modes de fonctionnement, de localisation, d'organisation. Et donc, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de passer d'une réponse purement réactive à une réponse, et qui est souvent sectorielle et au cas par cas, à une logique systémique, proactive, préventive et anticipative. Sachant bien sûr que là aussi, ensuite l'action va se décliner territoire par territoire en demandant des compétences et des savoir-faire métiers qui ne seront pas uniquement, évidemment, qui ne peuvent pas être systémiques. Mais il faut vraiment avoir au départ une vision englobante, stratégique et systémique. Autre sujet aussi, c'est que l'adaptation, elle va devoir conduire à la résilience du système concerné, sachant que derrière, la résilience n'est pas toujours synonyme d'amélioration. Comme on l'a dit, les crises, elles ne se succèdent pas, elles se cumulent. Et donc, parfois, le système va perdurer au prix de sa détérioration, voire de la disparition de certaines composantes, y compris d'ailleurs dans les transformations structurelles engagées. Autrement dit, il va falloir que d'un côté, les transformations engagées puissent renforcer les capacités d'adaptation et de réponse. Il va falloir aussi probablement renoncer au maintien du statu quo, parce que le statu quo ne fait que reproduire à l'identique les causes de la vulnérabilité, voire de les augmenter. Et en revanche, donc, utiliser l'adaptation transformative dans ce cas-là de positif, c'est-à-dire être source d'innovation, de bénéfices, peut-être de nouveaux emplois, peut-être de nouveaux actifs, peut-être de nouvelles ressources, mais également accompagner les secteurs, les composants du système, les territoires, qui à un moment vont voir leur résilience, de la résilience de l'ensemble, et bien vont voir leur état, leur situation se détériorer. Et donc tout ça en fait va demander des arbitrages, et c'est pour ça que derrière il y a un enjeu politique, il y a un enjeu de portage politique qui est en place. Alors, juste très rapidement sur ces instruments d'adaptation, nous avons aussi souhaité porter deux messages. Le premier d'abord, c'est que ces instruments d'adaptation et ces leviers sont multiples. Et vous voyez dans la petite fleur qui vous est présentée, on a un ensemble en fait d'actions. Avec un message ici très fort, c'est que la seule technique
ne suffira pas. Pas plus d'ailleurs que l'injonction au changement de comportement. Pourquoi? Parce que ces comportements individuels ou collectifs, ils s'inscrivent dans des structures sociales, économiques, politiques qui les rendent possibles. Autrement dit, si on ne fait que de l'action comportementale, on se prive en réalité de la compréhension et de l'action sur ces causes structurelles qui elles-mêmes sont au fondement de ces comportements. Et donc, il va falloir vraiment réfléchir à agir sur l'ensemble de ces éléments. Et c'est pour cela que le Haut Conseil a préconisé qu'au niveau national, une stratégie d'adaptation soit élaborée afin de mettre en cohérence l'ensemble des outils, l'ensemble des actions et des relations de solidarité entre les territoires, pour aussi offrir une vision de moyen et de long terme qui puisse garantir la continuité de l'action et qui intègre, et c'est un sujet qui nous est très cher, la transition juste, afin que les impacts possiblement négatifs ou régressifs de ces politiques climatiques soient corrigés, adaptés et mieux distribués. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de se fixer des objectifs quantifiés, de se fixer des délais précis pour pouvoir aussi évaluer et éventuellement réorienter, d'identifier des secteurs prioritaires par rapport aux besoins du territoire national et des territoires nationaux, et enfin de construire ces stratégies avec l'ensemble des parties prenantes et des territoires. Enfin, dans ces leviers, il faut rappeler qu'un des instruments qui est souvent oublié est celui de l'aménagement du territoire et des territoires, puisqu'on l'a dit, l'adaptation concerne l'ensemble des dimensions du territoire. Les dimensions matérielles à travers les infrastructures et les bâtis, par exemple, les dimensions organisationnelles, qu'il s'agisse d'organisation sociale, d'organisation des systèmes productifs, d'organisation politique, des dimensions fonctionnelles, quel type d'activité, où, comment, et puis aussi les dimensions identitaires à travers les récits, les histoires des territoires, les projections de leurs habitants, la symbolique qui leur est associée. Et donc, les schémas directeurs, les documents de planification et d'aménagement territoriaux sont évidemment des instruments particulièrement efficaces, mais qui doivent là aussi être mis en cohérence au niveau national, parce que la somme des aménagements locaux ne fait pas une stratégie nationale et ne prend pas en compte les complexités de ce système territorial national. Donc, ces plans, ces stratégies, ils doivent être bien sûr élaborés, mais il est aussi nécessaire que l'adaptation, comme le climat, soit intégrée à l'ensemble des outils réglementaires et de la planification, ce qui suppose bien sûr un portage politique national ambitieux pour fixer les orientations, pour faciliter les arbitrages, pour mettre en place le suivi. Et donc, c'est pour ça que le HCC recommande d'intégrer systématiquement l'adaptation au changement climatique dans les politiques, aux échelons nationaux et territoriaux, car les impacts de ce climat qui change, je pense que vous l'aurez compris, hein, on l'a déjà dit 3 fois, se font déjà sentir. C'est à toi. Non, c'est tout. Ah bon. Alors, faut essayer de démarrer. Donc, c'est juste que c'est pas la bonne slide, en fait. Donc, juste, on a ensuite travaillé dans le rapport, vous retrouverez différentes cartes sur une territorialisation de ces impacts du changement climatique. L'idée, évidemment, c'est que comme l'ensemble des régions françaises est concerné, pour devenir opérationnel et rapidement opérationnel, eh bien, il faut aussi que, au niveau local, les acteurs et les parties prenantes disposent des outils et des données pour pouvoir réaliser leur diagnostic de vulnérabilité, comprendre les menaces et les prioriser, y compris lorsqu'il s'agit d'événements composites comme ceux qu'on a parlé à propos des bourgeons, du chaud, du froid et des branches précoces. Alors, concernant ces stratégies climatiques régionales, puisque vous le savez, la région est chef de file du climat, 11 des 13 régions métropolitaines ont déjà mis à jour leur STRADET. Les 2 autres régions ont d'autres documents d'urbanisme, documents équivalents, mais qui n'ont pas le même nom. C'est la Corse et l'Île-de-France. Cette avancée, évidemment, elle doit converger désormais avec une stratégie et des calendriers nationaux. Et il est plus que jamais nécessaire d'articuler l'action territoriale aux objectifs de la SNBC, aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais aussi désormais à l'adaptation, en améliorant à nouveau cette concertation entre les différents échelons territoriaux pour là aussi synchroniser les documents et essayer d'avoir vraiment un mouvement collectif. Au niveau régional, infrarégionaux, on a les plans air, énergie, climat territoriaux, les fameux PCAET, qui sont en principe obligatoires pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
qui ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de les adapter au changement climatique en diminuant la vulnérabilité, avec là aussi un manque d'évaluation, des niveaux assez disparates, et notamment un besoin de retour d'expérience quantitatif et surtout qualitatif sur le contenu de ces plans. Enfin, le fait de mettre l'accent sur la région ou sur l'intercommunalité ne veut pas dire que les autres échelons territoriaux et les autres types d'acteurs n'ont pas leur rôle à jouer. Les EPCI, avec les métropoles, mais aussi l'ensemble des communautés de communes et d'agglomérations, sont évidemment des acteurs essentiels de l'adaptation. Et vous avez peut-être vu sortir la semaine dernière un rapport de France Stratégie sur, par exemple, les villes moyennes. Donc, on a aujourd'hui des leviers d'action importants. Les départements restent fondamentaux dans les espaces à faible densité, notamment à travers les politiques sociales qu'ils mènent et les politiques de transport. Et puis, bien sûr, les régions, chefs de file du climat, qui doivent voir leur rôle accru en matière d'adaptation et qui doivent être aussi un des maillons absolument essentiels de la gouvernance multi-échelle. Donc, en conclusion de ce webinaire, le Haut Conseil a souhaité donc insister sur la dimension transition juste, qui à l'origine s'est posée pour les questions d'atténuation, mais qui se pose également pour les questions d'adaptation, dans le sens où il est tout à fait référencé qu'il y a une inégalité dans les expositions, dans les capacités à faire face et donc à s'adapter. Une inégalité qui touche d'une part les populations et d'autre part les territoires également. Donc on sait par exemple que les personnes âgées sont plus sensibles à la chaleur ainsi que les jeunes enfants, que également les femmes enceintes, également toutes les personnes en maladie, et que par ailleurs quand vous êtes en bas de l'échelle sociale avec de faibles revenus, vous avez moins de moyens également de vous mettre à l'abri des grosses périodes de chaleur via la climatisation, qui est une des formes de la maladaptation, que quand vous avez des revenus élevés. Donc, on a, et ça c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans le reste du monde, on a des inégalités qui vont être accrues, augmentées par les chocs climatiques. Ce qui veut dire que oui, il faut, dans une optique de transition juste, aller vérifier qu'on ne crée pas, via les politiques d'atténuation, encore plus d'inégalités, mais rappelons-nous également que les changements climatiques eux-mêmes augmente les inégalités existantes. Ce qui veut dire que quand vous faites de l'atténuation ou de l'adaptation bien pensée, vous réduisez à terme les inégalités. Donc c'est en soi une politique également sociale. Alors, ça veut dire que ça pose un premier problème politique, et celui de la solidarité entre les différentes populations et entre les territoires. On sait notamment que l'adaptation pour les autorités publiques, les pouvoirs publics, c'est beaucoup de compétences, peut-être plus que d'investissement. Et les compétences, on va pas avoir les mêmes dans les petites agglos, ou les toutes petites communes et les territoires délaissés que dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, etc. Donc, il y a une problématique de solidarité financière, mais aussi en termes de compétences, et donc d'arriver à apporter des services adaptés à tous. Autre point politique important, on ne peut pas s'adapter à tout de la même manière. Il va falloir faire des choix, il va falloir prioriser. Et dès qu'on parle de prioriser un certain nombre de choses, ce sont des questions de hiérarchisation, donc de valeurs, et donc des questions politiques. Dernière chose, on a bien vu, Magali l'a très bien exprimé, que toute la problématique de la transformation, c'est d'arriver à bifurquer pour quelque part continuer à exister pour un système ou une société. Donc, jusqu'où on bifurque, sur quoi, et où est-ce que l'on ne veut pas changer? Qu'est-ce qui est fondamental dans l'identité ou dans le système qui est le nôtre et qu'on veut absolument conserver. Donc l'adaptation, c'est aussi une question éminemment éthique qui implique de savoir ce sur quoi on ne veut pas négocier, ce à quoi on accorde de la valeur collectivement, et là on va mettre les efforts, et là où en revanche il va falloir peut-être abandonner un certain nombre de choses, soit d'activités, soit possiblement de territoires, parce que soit ils sont près des côtes et ils sont en danger, soit parce que les activités sont en moyenne montagne et qu'il y aura plus assez de neige, etc.
Donc, il y a aussi un certain nombre de deuils à faire et en revanche de points également à conserver. Et sur ce sujet, les récits de territoire, c'est-à-dire quelle histoire on se raconte pour justement accompagner cette histoire-là de changement, c'est fondamental. Donc, on a un problème politique de priorisation et tout ça, comme pour les politiques d'atténuation, ça exige qu'on ait un débat le plus transparent et démocratique et inclusif possible et à tous les échelons de gouvernance, parce qu'il y a des choses qui se posent vraiment dans le micro-local et d'autres qui sont à d'autres échelles plus structurantes. Enfin, plus large. Ce qui veut dire aussi que si on veut avoir un débat citoyen et démocratique, il faut arriver à former les citoyens aussi sur ces sujets-là, donc à arriver à sensibiliser, à communiquer, à éduquer, pour que tout le monde ait la capacité d'intégrer ces débats-là et d'y participer de la façon la plus éclairée possible. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup Valérie et Magali. Et donc nous sommes ouverts à toutes vos questions. Et je crois, Quentin, que c'est toi qui fais le relais de nombreuses questions, car vous êtes nombreux. Et l'on a reçu dans le chat. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors oui, je vais me faire le relais des questions dans le chat, il y en a pas mal. Alors, je vois qu'on a 20 minutes comme prévu, donc j'ai identifié déjà 5 gros blocs. Alors le premier, il y a eu des questions, des questions sur la dégradation des écosystèmes. Comment sont pris en compte les impacts directs et indirects liés à la dégradation de ces écosystèmes? Avec toutes les histoires d'extinction des espèces animales et végétales. Je peux peut-être renvoyer vers Valérie, parce que je sais que le GIEC a beaucoup travaillé à essayer d'identifier tous ces impacts, mais peut-être aussi Magali et Solange, bien sûr. Alors, le choix qui a été fait là dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, c'était se focaliser sur les aléas qui sont directement liés aux caractéristiques physiques d'un climat qui change. Mais effectivement, il y a également des effets indirects en cascade via les conséquences d'un climat qui se réchauffe sur les écosystèmes, avec différentes dimensions. D'une part, l'enjeu de préserver d'ailleurs leur service en tant que puits de carbone. D'autre part, à aussi s'appuyer, et le rapport le mentionne, vis-à-vis de l'adaptation, sur la restauration d'écosystèmes. Typiquement, les zones humides, par exemple, peuvent jouer un rôle pour écrêter le risque d'inondation, ou stocker de l'eau pendant les saisons sèches pour assurer un débit pendant les phases d'étiage. C'est un exemple parmi d'autres. Donc cela fait partie, je pense, des travaux qui demandent à être creusés par la suite par le Haut Conseil pour le climat et qui seront au cœur du rapport du groupe 2 du GIEC, qui est en cours de finalisation, donc à grande échelle, ce n'est pas une évaluation à l'échelle de la France, mais vraiment à l'échelle planétaire, et qui est prévu pour être publié le 28 février. Mais peut-être, Magali ou Solange, vous voulez rajouter des éléments? Oui, en fait, c'était juste peut-être pour ajouter, pour dire que c'est le sujet, c'est aussi un des problèmes plus de fond, qui est la difficulté aujourd'hui face à un climat qui change effectivement et qui occupe beaucoup l'agenda politique, parce qu'on en parle quand même, à occulter aussi d'autres problèmes que sont la crise de la biodiversité, que sont les pollutions, que sont les sujets liés aux risques naturels qui ne sont pas climatiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plaidé pour cette prise en compte des co-bénéfices, parce qu'en fait on se rend compte aussi que une partie des sujets qui font l'objet de réflexions sur l'impact des changements climatiques, ils incluent aussi d'autres changements environnementaux plus larges et qui concernent tout autant les secteurs dont on a parlé, que sont l'emploi, la formation, l'éducation, l'aménagement, les transports, les mobilités, etc. Et donc, quand on parle en fait de vision transversale et de co-bénéfices, c'est aussi dans l'idée de dire que, notamment les collectivités territoriales, peuvent agir face à ces impacts dans le champ de politiques en fait publiques qui ne sont pas forcément sur le climat. Un exemple très concret, aujourd'hui les collectivités territoriales font
de l'adaptation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réinventer ce qui existe déjà. Il existe déjà un ensemble d'instruments aujourd'hui dans le champ, par exemple, de la prévention des risques, dans le champ de la protection des milieux aquatiques. Je donne l'exemple concret, la GEMAPI, la compétence GEMAPI qui a été attribuée aux intercommunalités. Cette compétence GEMAPI, elle porte d'un côté sur la prévention des inondations, de l'autre sur la question de la protection et la préservation des milieux aquatiques, qui touche aussi bien la question des zones humides, donc de la biodiversité dans ces zones humides, que les questions d'eau, que les questions associées à ces zones humides, notamment autour de l'agriculture. Quand on travaille sur la compétence GEMAPI, en réalité, on travaille sur de l'adaptation. La seule difficulté, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, ces documents existants, ces compétences existantes, ces leviers existants prennent absolument en compte le climat qui change. Parce que sinon, les projections et les efforts qui sont engagés, finalement, sont inutiles puisqu'on part sur des bases qui sont défaillantes. Et donc, par exemple, quand on va calibrer une digue, il faut se demander combien de temps cette digue va tenir, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle ne fait pas de la maladaptation. Et donc, en réalité, dans l'évaluation, il faut aussi évaluer les études d'impact doivent intégrer le climat qui change. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle à un pilotage national, parce que c'est au niveau national qu'effectivement les grandes stratégies sur la biodiversité, sur l'énergie, sur le climat, sur les transports sont prises en compte et qu'il y a besoin d'une mise en cohérence pour ne pas se retrouver sur le terrain comme on a pu se retrouver, par exemple, sur les questions de risque, où on avait des plans de prévention des risques inondations qui entraient en conflit avec des plans de risque prévention carrière. Donc, c'est aussi cette mise en cohérence qui ne peut pas se faire uniquement à travers, effectivement, des politiques sectorielles. On a besoin d'une pensée transversale. Après, au niveau des territoires, évidemment, l'action, elle est locale, elle est forcément sectorielle, elle est forcément de compétences métiers. Mais c'est cette pensée, cette stratégie qui doit finalement traverser. Et donc, pour rebondir sur votre question, oui, la biodiversité, elle est absolument fondamentale, notamment parce que, et je vous renvoie au rapport sénatorial dont on a déjà parlé plusieurs fois, les solutions fondées sur la nature, qui mettent en avant les services rendus, les services écosystémiques, les services rendus par les écosystèmes et donc la biodiversité, sont des solutions extrêmement intéressantes en matière d'adaptation parce que précisément elles sont réversibles. Et donc elles peuvent être aussi réorientées et réanimées. Et donc ce sont vraiment des solutions qui peuvent apporter des co-bénéfices. Encore, c'est pas des solutions miracles, mais ce sont des solutions qui peuvent permettre là aussi d'avancer. Et donc vous voyez en fait comment peu à peu on construit ces co-bénéfices et donc ça permet aussi de mobiliser les énergies, les compétences, les savoir-faire, les retours d'expérience pour converger dans des actions rapides. Et là, on est dans de l'incrémental, mais qui peut très vite aller vers le transformationnel. Merci Magali. Alors, dans les gros blocs de questions, moi j'en ai identifié au moins 4. Il y a la question des PCAET qui sont beaucoup revenus dans le chat. Il y a la question de la budgétisation, celle des métiers et celle de la communication et du langage. Je propose qu'on essaye de parler de ces 4 dans le temps qui nous reste. Alors, sur les PCAET, bon, ça a déjà été abordé, hein, mais comme c'est vraiment beaucoup revenu dans le chat, je le remets sur le tapis. Il y a l'idée qu'il y a des études de vulnérabilité qui sont réalisées dans ces PCAET. Mais certains soulignent dans le chat que certains PCAET, ou en tout cas peut-être pour certaines régions, sont parfois pas toujours suffisamment ambitieux et se demandent dans quelle mesure ça pourrait pas être un outil plus opérationnel et ou plus prescriptif pour gagner en efficacité dans l'adaptation au changement climatique. Et je crois que c'est un sujet sur lequel tu as pas mal réfléchi, Magali, justement, donc je peux peut-être te relancer la main. Alors, ce sujet des PCAET, il est compliqué parce que là aussi, on voit bien comment il y a un besoin de portage politique et que ça montre bien que n'importe quel document juridico-administratif normatif n'a de sens que si derrière il est approprié par les services des collectivités qui le mettent vraiment en place. C'est pas juste une nouvelle lubie venue d'en haut qui changera d'ici 4 ou 5 ans parce que il y en a tout le temps qui retombent sur nous. Et puis d'autre part, il faut un portage politique fort, avec une continuité. Alors, si on voit le verre à moitié plein, les PCAET peuvent être une occasion d'abord de sensibiliser à ces questions, de mobiliser les services, de mobiliser les élus. Souvent, d'ailleurs, ça peut être une occasion ratée parce que justement, c'est des temps de formation et de dialogue qui sont pas forcément là. C'est aussi, on voit bien dans ce qui nous remonte des PCAET pour lesquels l'évaluation est compliquée, on a vraiment une très grande disparité
dans les contenus quantitatifs et qualitatifs. Si on voit le verre à moitié vide, c'est aussi le PCAET finalement ne fait que révéler que pour mettre en place ces stratégies d'adaptation et ces politiques climatiques, il y a besoin d'un fort accompagnement parce qu'il y a une très grande hétérogénéité territoriale, une grande hétérogénéité dans les moyens humains, les moyens techniques, les moyens juridiques. Et donc, on voit là aussi que selon les intercommunalités, selon les communes, selon l'endroit où on se situe sur le territoire, eh bien, il y a des difficultés. Donc, tout l'enjeu là aussi, c'est d'avoir un accompagnement par les services de l'État, notamment les services déconcentrés, mais pas que, de ces collectivités, pour créer finalement, le terme à la mode aujourd'hui, c'est l'écosystème, et c'est l'écosystème favorable qui puisse permettre à la fois d'avoir les capacités d'expertise, les capacités ensuite juridiques pour mettre en place, mais plus largement les capacités d'organiser les consultations, d'organiser les diagnostics. Et comme vous le dites très bien, il existe aujourd'hui, dans le chat, il existe aujourd'hui une multiplicité d'outils pour faire des diagnostics de vulnérabilité. Ces outils, donc c'est pas un problème d'outils, c'est vraiment la difficulté à mettre en place ces choses. Le CEREMA, j'ai vu dans le comment ça s'appelle dans le chat, il y a une mention par exemple à la boussole de la résilience du CEREMA, qui est un outil de diagnostic. Vous avez d'autres outils qui ont été calés sur des batteries d'indicateurs. Ces outils en fait ne font que révéler les priorités que vont se donner là aussi les communes ou les intercommunalités ou les territoires. Et donc ce diagnostic de vulnérabilité, il est très important, il n'est pas suffisant. Et tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est de voir comment, dans un contexte aussi parfois de finances publiques contraintes, les collectivités vont pouvoir être accompagnées, suivies. Et donc, si vous voulez, les solutions et les recommandations qu'on a, elles sont aussi systémiques. Quand, par exemple, on crée des observatoires avec des données ouvertes, mutualisées, ça permet évidemment aux collectivités de disposer de ces données et donc de ne plus avoir à refaire les choses. Mais il y a aussi des besoins juridiques, des besoins techniques, des besoins de formation professionnelle, de formation continue. Et donc tout ça doit être pensé, doit être accompagné. Et c'est ces questions-là, en fait, qui doivent être aujourd'hui abordées, comme le disait Solange, parce qu'il y a plusieurs trajectoires possibles. Et là, ce n'est plus, je disais dans le chat, ce n'est plus le scientifique de s'exprimer. Ce sont des sujets politiques sur, eh bien, comment, en fait, les citoyens souhaitent que l'argent public, voire parfois de l'argent privé, soit réfléchi par rapport à ses priorités. Alors, sur non, il y a tout un bloc aussi de questions sur tout ce qui est la communication et le langage finalement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la stratégie de la France dans la sensibilisation des populations? Est-ce que quel langage en fait on pourrait utiliser pour sensibiliser les citoyens qui ne soit ni trop technique ni trop alarmant? Et là, bon, avec le lien qui est fait directement avec l'éco-anxiété. Et puis, en matière de communication, est-ce que finalement les élus locaux, qui sont décisionnaires pour pas mal de documents de planification, ne devraient pas être des priorités en matière de formation, sensibilisation ou éducation? Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la stratégie de la France, sur peut-être la bonne façon de communiquer et vers qui? Et là, je pense que Solange, tu as réfléchi à ces questions. Oui, tout à fait. Alors, sur la question, je vais prendre à l'envers tes différentes questions sur la formation des élus locaux. En l'occurrence, le chiffre que tu as donné en ouverture de ce webinaire sur 80% des Français pensent que leur territoire va devoir s'adapter dans les décennies à venir. Quand on a fait la dame à l'époque un suréchantillon sur les élus locaux, ils sont 97% des élus locaux à penser la même chose. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont en première ligne de l'adaptation et qui savent très bien qu'il faut le faire, c'est les élus locaux, parce que c'est à eux de gérer les canicules dans les écoles, etc. Donc ça, ils sont sensibilisés. En revanche, ils savent pas forcément comment faire. Donc il y a des problématiques d'accès à l'expertise et aux compétences pour faire des plans d'adaptation, des stratégies, des plans d'action. Alors pour ce qui est de la population, effectivement, c'est un résultat assez classique en sciences de la communication que quand on vous annonce une catastrophe, ça n'a pas pour effet de vous mettre en action, ça a plutôt pour effet de vous sidérer et de vous paralyser.
Alors, sauf si vous étiez déjà un petit peu au courant de la catastrophe, auquel cas, dans ce cas-là, ça vous change pas. Donc, les gens qui sont déjà convaincus du changement climatique, eux, quand vous leur dites que ça va pas aller, quelque part, vous êtes plus crédible à leurs oreilles. Donc, on a notamment d'autres, voilà, une question qui est, pensez-vous que le changement climatique sera limité à des niveaux acceptables d'ici la fin du siècle? Eh bien, plus vous avez une sensibilité environnementale, plus vous êtes jeune aussi, et plus vous pensez que non. Donc, il faut arriver effectivement à ne pas sidérer par la catastrophe, mais sans se décrédibiliser par rapport à la réalité des faits scientifiquement établis et des conséquences qu'on connaît. Donc, attention à d'une part pas être catastrophique, mais attention aussi à ne pas être angélique, parce que sinon, voilà, vous perdez en crédibilité. Par ailleurs, on sait que toute catastrophe annoncée ou tout risque, il est d'autant moins digeste qu'on n'a pas de solution à mettre en face. Donc, une manière de dépasser l'anxiété, c'est bien de dire qu'il y a danger et quels sont les moyens de le prémunir. Donc, s'il y a un conseil à avoir en termes de communication, c'est évidemment de lier à chaque fois action avec danger, ou action de prévention avec danger. Donc voilà, après il y a des choses qu'on connaît aussi en fonction des appétences culturelles des uns et des autres ou des représentations du monde. Donc on sait que les questions climatiques, que ce soit l'atténuation, l'adaptation, sont très liées aux représentations du monde, à la croyance dans le progrès, dans le marché, etc. Et on sait également la vision du temps. Donc si vous dites que le futur va être abominablement terrible, ben, il y a un certain nombre de personnes, peut-être les plus âgées ou les plus à droite de l'échiquier politique, que ça va pas faire, voilà, il va pas y avoir de résonance. En revanche, si vous leur dites, il faut arriver à retrouver le bon vieux temps et les bonnes vieilles manières de faire, et dans un certain nombre de cas, c'est effectivement des solutions à mettre en place, de ne pas gaspiller, de replanter des haies. Voilà, il y a 40 ans, on a demandé de les arracher, alors qu'il y en a toujours eu. Là, on demande de les remettre. Et ben, si vous présentez ça sous le thème de revenir à des bonnes pratiques d'antan et pas éviter un futur catastrophique, et ben, tout d'un coup, ça percole beaucoup mieux. Donc, la communication doit être aussi ciblée en fonction des valeurs et des cadres de référence des uns et des autres, ce qui veut dire que s'il y a une stratégie à avoir, c'est qu'elle soit justement un peu diversifiée dans les arguments mis en avant. Voilà pour ma part. Merci. Peut-être que oui. Valérie, tu as des choses là-dessus aussi? Alors, donc effectivement, il y a des enjeux de monter en compétences, donc sur la formation initiale des élus, sur la formation continue des personnels dans les services concernés. Ça fait partie des choses sur lesquelles le Haut Conseil Climat a fait des recommandations successives d'ailleurs. Et on voit maintenant qu'il y a, je pense, une construction de plus en plus large de cela, mais avec une vraie difficulté encore à mesurer les compétences. Un des points qui n'a pas été mentionné explicitement, mais que le rapport du Haut Conseil Climat souligne, c'est aussi le fait d'avoir des données nécessaires, disponibles largement, donc les portails mis en place en lien avec les services climatiques, et puis certainement le retour d'expérience qui permet en fait de gagner du temps pour différents acteurs en s'appuyant sur ce qui a déjà été mis en place. Au-delà de ces aspects, je voulais souligner un point qui est le travail qui se fait de plus en plus dans des territoires pour, au-delà des émotions que les gens peuvent ressentir ou au-delà des valeurs des uns et des autres, aborder ensemble des évolutions futures par un travail de scénario ou d'ensemble de scénarios contrastés qui permet en fait de construire des processus délibératifs sur la base de possibilités qui sont décrites, factuelles, et donc qui permettent aussi d'être plus explicite sur les conditions permettant d'atteindre telle ou telle situation. Et puis le dernier volet qui me semble important, mais pour lequel on n'a pas pu faire une évaluation dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, c'est un point aussi important partout, c'est le fait d'être capable de mesurer l'efficacité de politiques publiques ciblant l'adaptation. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une expérimentation qui se fait, il y a des retours d'expérience un peu incrémentiels, et puis il y a cet enjeu aussi à
être capable de suivre l'efficacité donc par rapport à des objectifs qui peuvent être fixés, l'identification de limites. Ce sont aussi des points qui sont importants et qui seront importants de plus en plus pour la suite. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je vois qu'il est l'heure, donc je vais peut-être dire en mot de conclusion pour renvoyer à nos travaux futurs. Je vois qu'il y a eu donc plein de questions, j'espère qu'on a répondu à certaines, et il y en a d'autres auxquelles on répondra dans nos travaux. Alors, il y en a beaucoup sur, tu viens de le mentionner Valérie, la question de comment on mesure bien l'efficacité et l'impact d'une politique publique. Ça, c'est une question qu'on se pose en continu à HCC, donc qu'on va continuer de creuser dans nos rapports. Il y a la question de comment on budgétise, donc combien faut-il mettre pour l'adaptation en moyens financiers, en moyens humains, comment on sécurise ces moyens avec des feuilles de route ou de la programmation législative ou autre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est au cœur de nos travaux. Et donc, on reviendra là-dessus. Il y a eu plein de questions sur l'agriculture auxquelles on réfléchit. On est effectivement en train de travailler un rapport sur l'agriculture. Donc, c'est avec tous les enjeux de biodiversité qui ont été mentionnés, qui nous intéressent. Donc voilà, affaire à suivre à moyen terme. Et à très court terme, si vous avez aimé ce webinaire, on n'en fait pas souvent, mais on en fait un autre la semaine prochaine, mardi prochain, qui portera sur la COP26. Le HCC a rendu un avis sur la COP26 où on regarde à la fois les implications et les opportunités pour la politique climatique de la France. Donc voilà, rendez-vous le 15 février à 14 h. Merci beaucoup. Donc je propose qu'on clôture là. Donc merci encore à nos intervenants et à tous les participants pour vos questions. Merci, bon après-midi à tous. Ça a coupé ton micro. Non. Ah, bah, non, ça va.